niaiser, mais pas du tout. Bon, mon invité est arrivé, puis je suis content parce qu'on va pouvoir parler de crise immobilière, pas parce que je souhaite des crises immobilières, mais à un moment donné, il faut parler des vraies affaires. Et puis, c'est important de savoir ce que les chefs de parti en pensent. Hier, on a su, grâce à la presse, dans la section économie, ce que Poilievre en pensait. Bien, maintenant, pour réagir à tout ça, j'ai Maxime Bernier qui est avec nous ce matin. Allô, bonjour Samuel, ça va bien? Oui, Maxime, merci. Tu vas arriver à l'écran, ça ne sera pas bien long. Le système, il est un petit peu plus lent. Bon, merci, Maxime, d'être là ce matin. Tu passes un bel été? Oui, très bien, merci bien. Toi, toujours au poste? Oui, 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 certain. Maxime, est-ce que tu rencontres des militants, des militantes au courant de l'été? Bien, j'arrive, là, j'étais le week-end dernier au Manitoba, dans le comté de Portage-Lisgar. Comme tu sais, c'est là que je suis allé dans l'élection partielle et j'avais dit aux gens du comté que j'allais revenir sur une base régulière pour bâtir l'équipe, pour être prêt pour la prochaine élection générale. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais là le week-end dernier, j'ai rencontré des bénévoles, j'ai fait des activités. Et puis, ça a été bien le fun. Je vais y retourner dans 6 ou 8 semaines. Et là, on bâtit l'équipe tranquillement parce que je pense bien que l'élection va avoir lieu en 2025, mais il faut être prêt et on va être prêt. Bien, justement, est-ce que les gens te confient leurs soucis? Est-ce qu'ils te parlent d'enjeux spéciaux? Est-ce qu'ils te parlent, entre autres, des coûts d'intérêt, des taux d'intérêt, des coûts reliés à leur logement, à leurs emprunts? Est-ce que ça fait partie de leurs préoccupations? Oui, absolument. Et puis, les politiciens traditionnels comme Pierre Poilievre ou Justin Trudeau disent qu'on a une crise du logement. Moi, je dirais plutôt que ce n'est pas une crise du logement, c'est une crise d'immigration, c'est une crise budgétaire. Parce que pourquoi qu'on en est rendu là? Pourquoi que les taux d'intérêt sont élevés? Pourquoi que lorsqu'on veut soit s'acheter une maison ou soit seulement un logement, même ici à Montréal, dans les grands centres urbains comme Toronto ou Vancouver, c'est très cher, c'est très difficile de devenir propriétaire et si on est locataire, bien, on paye des prix énormes, exorbitants. Et ça, bien, il y a deux facteurs majeurs. Le premier, c'est l'immigration et ça, les politiciens n'en parleront pas. Poilievre a peur de se faire traiter de raciste et de se faire critiquer par la presse traditionnelle, comme ça m'est arrivé, Samuel, en 2019, lorsque j'ai dit qu'il fallait baisser les seuils d'immigration au Canada et avoir une immigration soutenable, responsable. Ça a été mal accepté en 2019 au Canada anglais. On me laissait sous-entendre que j'étais raciste. Mais aujourd'hui, ça a encore évolué dans le sens contraire. C'est encore pire que c'était en 2019. Lorsqu'on a à peu près 465 000 immigrants par année qui viennent au Canada, plus on ajoute ça les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux, ça fait à peu près 1 million de personnes à chaque année qui cherchent un toit. Et 1 million de personnes sur une population de 40 millions, bien, c'est de l'immigration de masse et il faut s'assurer de... Oui, je suis là. Tu m'entends, Samuel? Oui, oui, OK. oui, on t'entend. Poilievre, pour régler la crise du logement, a dit qu'il faut construire plus de logements. Mais on n'est pas capable, l'offre n'est pas capable de soutenir à la demande. Le problème, c'est la demande, c'est l'immigration. Et si on a des seuils d'immigration raisonnables, bien, on n'aurait pas cette crise du logement-là et qui se transforme aussi en crise de notre système de santé. Déjà là, au Canada, on a des listes d'attente pour les Canadiens pour des opérations. Et lorsque ces immigrants viennent ici, bien, il faut en prendre soin. Comme disait M. Legault il y a quelques années, on en veut moins, mais on veut en prendre soin. Et là, en prendre soin, bien, le système de santé n'est même pas capable de prendre soin correctement des Canadiens. Donc, c'est une crise majeure. Puis ajouter à ça les taux d'intérêt élevés qui font en sorte, comme le disait M. Poilievre, et là-dessus, il a raison, que c'est difficile d'accéder à la propriété. Et ceux qui ont pris des hypothèques il y a 3, 4 ans, un taux très bas, bien, lorsqu'ils vont renouveler leur hypothèque, ils vont avoir un gros choc et ça risque de créer une crise immobilière. Mais ceci étant dit, il faut dire aussi que Poilievre est responsable de la situation. Parce que pourquoi les taux d'intérêt sont élevés?
parce que les déficits du gouvernement du Canada sont élevés et les déficits font en sorte que la Banque du Canada achetait des obligations et en achète encore, mais un peu moins du gouvernement du Canada. Ça crée plus d'argent en circulation, ça crée de l'inflation. Et pour battre l'inflation, bien, la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt. Pourquoi je dis que Poilievre est un peu responsable de tout ça? Bien, même pas un peu, il est aussi responsable que Trudeau. Parce que, rappelle-toi, Samuel, dans la crise du COVID, la crise, l'hystérie COVID-19 2020-2021, le gouvernement fédéral a fait des énormes déficits, a dit aux gens, restez à la maison, à rien faire, et on va vous payer pour ça. Et Poilievre et le Parti conservateur ont voté en faveur de ces déficits gigantesques et ils étaient en faveur de dire aux gens, restez à la maison et le gouvernement fédéral va vous compenser. Bien, Poilievre est à l'origine de ça parce que ces déficits-là ont créé de l'inflation et pour battre l'inflation, la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt. Mais effectivement, parce que je pense que les gens comprennent mal la différence entre l'inflation et l'indice des prix à la consommation et l'augmentation des prix. L'inflation est créée par une masse monétaire qui est supérieure parce qu'on injecte de l'argent, mais sans échange pour des biens et des services qu'on n'a pas de toute façon parce qu'on se rappelle, lorsqu'on a fermé la boule, on n'était plus capable de rien acheter de toute façon. Les concessionnaires n'avaient plus rien dans leur cours. Donc, tout le monde, avec plus d'argent dans ses poches, était prêt à payer plus cher pour avoir le même bien. Les gens se battaient pour avoir le 2x4 chez Rona, tu sais. Et puis, l'augmentation des coûts a également créé une augmentation des coûts pour les gens qui voulaient construire des maisons ou s'acheter des maisons ou rénover. Oui, Le logement n'est plus le même prix par la suite lorsque tu le remets sur le marché. Le logement que tu étais capable d'offrir à 1 000 $, maintenant, tu vas peut-être l'offrir à 1 400 $. D'autant plus qu'il y a 12 personnes qui le veulent. oui, Donc, la crise immobilière qui a été créée, qui a été créée, on peut parler de l'immigration, mais on peut parler aussi de l'augmentation des coûts par oui, logement. Donc, tout ça fait en sorte que c'est des drames qui se dessinent derrière tout ça. Il y a des familles qui sont dérangées par ça. Il y a des gens qui ne font plus d'épicerie convenablement parce qu'ils consacrent beaucoup d'argent à leur hypothèque, à leur logement maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que le mal est déjà fait, là, Maxime. Qu'est-ce qu'on oui. fait? Bien, effectivement, juste pour revenir, tu l'as bien expliqué, la grosse différence entre l'augmentation des prix et l'inflation générale des prix, l'inflation globale. Si on a la même quantité de monnaie en circulation dans l'économie, puis on n'augmente pas la masse monétaire, c'est-à-dire que la Banque du Canada n'imprime pas de nouveaux dollars, on a la même quantité de monnaie en circulation. Donc, si le prix, par exemple, du pétrole augmente, du gaz augmente, bien, un autre prix va devoir diminuer parce que la quantité, elle est limitée d'argent en circulation. Donc, si le prix du logement augmente, le prix d'un autre bien de consommation va diminuer. Mais lorsqu'on a, et donc, on n'a pas d'inflation générale des prix. Mais là, on a une inflation générale des prix parce que la Banque du Canada a imprimé trop d'argent et de l'argent en circulation. Et c'est ça qui crée l'inflation générale. Et on se l'aperçoit, on l'aperçoit aujourd'hui, là. L'inflation, elle est là en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne la nourriture, et on a une inflation globale qui est très élevée. Puis, lorsqu'on parle d'inflation, l'inflation n'est pas seulement un problème canadien, il est aux États-Unis, en Europe, il y a de l'inflation. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là, en même temps, durant la crise COVID, ont décidé de dire à leurs gens de rester à la maison et ils ont donné de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils ont créé des déficits budgétaires qui ont été financés par leur banque centrale et donc plus d'argent en circulation et ça crée l'inflation qui est là actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, la réponse, elle est bien simple. Poilievre a dit il faut réduire les déficits. Oui, il a raison, mais il faut revenir à l'équilibre budgétaire
Parce que si on ne fait pas de déficit au niveau fédéral et même au niveau des provinces, bien la Banque du Canada n'aura pas à monétiser ces déficits-là, c'est-à-dire à acheter les bons d'obligation avec de la nouvelle argent créé. Donc, à la base, oui, c'est d'avoir un budget équilibré. Et ça, je le dis depuis des années, depuis la création du Parti populaire en 2018, on le disait, il faut arrêter. Et à l'époque, on créait des déficits, puis on disait les taux d'intérêt sont tellement bas, c'est pas grave, on peut faire des déficits. Et moi, je disais non, parce que dans l'avenir, ça va nous amener à de l'inflation. Et lorsqu'on aura de l'inflation, il va falloir augmenter les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, bien, si on regarde dans le passé, le coût de la dette au Canada est à peu près 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, et c'est à peu près le budget de la défense nationale. Et là, à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, bien, ce qui va arriver, c'est que notre paiement sur la dette augmente à peu près à 40 milliards de dollars. C'est 40 milliards de dollars par année que le gouvernement jette par la fenêtre pour financer seulement notre dette. Donc, nous, on le dit depuis longtemps, il faut équilibrer le budget, il faut être fiscalement responsable. Comme ça, bien, on ne crée pas d'inflation et tout le monde s'enrichit. Mais la Banque du Canada a une cible d'inflation de 2 à chaque année. Mais 2 d'inflation à chaque année, Samuel, ça appauvrit les gens. Et Poilievre n'en parle pas de ça. Nous, on dit que la cible d'inflation de la Banque du Canada devrait être 0 Comme ça, la banque ne créera pas d'argent à partir de rien. Pour ce faire, le gouvernement devrait être fiscalement responsable et ne pas créer de déficit. Et les gens vont s'enrichir. Là, on s'appauvrit. Et ça, c'est l'inflation officielle. L'inflation officielle au Canada est à peu près de 3-4 mais l'inflation réelle, comme tu le sais, Samuel, on fait notre épicerie, on paie notre essence, c'est à peu près 8 à 9 Donc, si les gens n'ont pas eu une augmentation de salaire cette année de 8 minimum, ils se sont appauvris. Et c'est la majorité de la population. Donc, la cause, Poilievre peut bien parler des problèmes actuels, mais il ne parle pas de comment les régler, c'est-à-dire en arrêtant l'immigration de masse, en équilibrant le budget, et il ne dit pas comment il va équilibrer le budget. Nous, on le dit dans notre plateforme, on va couper l'aide internationale, on n'embarquera pas dans les folies climatiques, on va arrêter les subventions aux entreprises. Poilievre est d'accord avec une subvention de 23 milliards de dollars que le gouvernement du Canada a donné à une entreprise pour faire des batteries en Ontario. Pourquoi il est d'accord avec ça? Parce que dans ce comté-là, il y a un député conservateur élu et il se dit, bien, si je suis contre cette subvention-là, ça ne créera pas d'emploi. Et mon député dans la région de Toronto, qui est une région importante pour moi pour être au pouvoir, mon député risque de perdre l'élection. Donc, au lieu de regarder ça et d'arriver avec la vraie solution, c'est couper ces subventions-là. On n'a pas les moyens. Et toute l'aide aussi qu'on donne en Ukraine, Poilievre est d'accord avec la guerre en Ukraine, comme les libéraux, comme le NPD. On envoie des milliards de dollars là-bas. On n'a pas les moyens de ça. Donc, Poilievre peut bien parler des problèmes, mais il n'amène pas la solution parce qu'il n'a pas le courage d'emmener cette solution-là. Mais, et puis, lorsqu'il fait mention que le problème de la crise du logement pourrait s'envenimer dans 2 ans lorsque les renouvellements hypothécaires pour des gens qui ont acheté à gros prix des maisons, donc qui ont payé très cher des maisons, 700, 800, 900 000, 1 million de dollars. Ils ont acheté ça avec des taux d'intérêt de 1 et 2 Lorsqu'il va venir le temps de les renouveler en 2025 et 2026, lui prévoit qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir remettre les clés à la banque parce qu'ils n'auront pas les moyens d'honorer une hypothèque à du 5, 6 ou peut-être du 7 Ça, c'est la première condition. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas 1 ou 2 ans. Déjà, présentement, pour les renouvellements de cet automne, il y a des gens qui ne sont pas capables de renouveler leur hypothèque avec les conditions qu'on leur présente sans changer d'hypothèque pour augmenter le délai, le terme de votre emprunt. Donc, si avant, vous aviez prévu rembourser votre maison, par exemple, en 25 ans, lorsque vous renouvelez votre hypothèque, on ne vous le propose pas. Mais une des solutions est de dire, ben, je vais changer, je vais refaire une hypothèque et puis il me restait 20 ans à rembourser, je vais prendre ce prêt et je vais l'amortir sur 35 ans.
c'est pas proposé. J'ai pas vu ça dans le texte non plus. On n'en fait pas mention par rapport à ça. Mais ce serait une des solutions, en tout cas pour un comptable, ce qu'on propose à nos clients, nous, dans nos bureaux, lorsque les gens viennent nous voir et qui nous avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de renouveler leur hypothèque. Ils ont un deuxième problème, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus se trouver un logement adéquat parce que les logements coûtent cher également. Donc, ils changent une solution, ils changent un problème pour un autre problème. Donc, je ne vois pas nulle part le fait qu'on pourrait, comme le font dans d'autres pays, prendre des amortissements basés sur 35 et 40 ans pour des hypothèques, pour des maisons, considérant le fait que les prix ont augmenté et que c'est très coûteux et que ce sera une façon de ramener les montants d'hypothèques mensuels à des niveaux acceptables. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ce genre de solution? Oui, c'est une bonne idée. Ça existe, comme tu viens de le dire, dans d'autres pays. Mais aussi, il faut savoir, Samuel, que les gens qui vont renouveler leur hypothèque, peut-être que sur leur terme, il leur reste 10 ou 15 ans d'amortissement. À ce moment-là, s'il leur reste seulement 10 ans, ils peuvent négocier un paiement et amortir 50 plus et revenir à 20 ans. Donc, ça peut se faire. Mais effectivement, quelqu'un qui est déjà là à 20 ans d'amortissement, et essaie de pouvoir demander un amortissement plus long de 30 ans, ça risque d'être difficile, effectivement, parce qu'au Canada, on n'est pas comme dans d'autres pays. On ne permet pas ça. Mais j'imagine que ce n'est pas quand même toute la majorité de la population qui est là. Peut-être, je n'ai pas les statistiques avec moi. Peut-être que la majorité, ils sont rendus qui vont renouveler, ont peut-être seulement maintenant un amortissement de 15 ans et donc ils pourraient demander un autre 50 plus pour négocier un paiement plus bas à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais chaque cas est un cas d'espèce et effectivement, il faut qu'ils aillent voir leur comptable pour regarder qu'est-ce qui est mieux pour eux. Mais Mais il si on faut revient trouver à des la base, solutions. Maxime, il pardon? faut trouver des solutions. Il faut trouver également des solutions qui ne coûtent rien au gouvernement. Oui, effectivement. Et la solution à faire, c'est la crise du logement, là, on voit que les étudiants internationaux viennent ici pour financer les universités. Bien, pour financer l'université, ça devrait être le rôle des gouvernements provinciaux. Et là, on prend ce programme-là et ce n'est pas un programme pour dire aux gens venez étudier au Canada. C'est un programme par la bande d'immigration rapide. On dit à cet étudiant-là, viens ici, tu vas pouvoir étudier, mais là, c'est nouveau, tu vas pouvoir aussi avoir une job, travailler à temps plein ou à temps partiel si tu le veux. Et après ça, ça va être plus facile pour toi de demander la résidence permanente. Donc maintenant, les gens le savent. Il y avait, écoute, en 2015, c'était 300 000 étudiants internationaux, puis on est rendu à 800 000. Il faut arrêter ça. Il faut avoir moins d'immigration. Et ça va aider tout de suite. Ce n'est pas quelque chose, là, si on prend une décision sur des nouveaux seuils d'immigration, des nouvelles cibles pour les étudiants internationaux, tout de suite, d'un matin, ça a un impact. Et là, bien, le gouvernement, ses déficits, il faut qu'il arrête d'en faire. Il faut qu'il diminue les taxes et les impôts. Parce que si on diminue les taxes et les impôts, les gens vont avoir plus d'argent dans leur poche pour justement avoir un niveau de vie plus élevé et être capable de garder leur maison lorsqu'il viendra le temps de renouveler l'hypothèque. Il y a des solutions, mais les politiciens comme Poilievre sont focusés sur le court terme et ils n'osent pas dire la vérité à la population parce que si on balance le budget, pardon, si on équilibre le budget, bien, on fait des coupures à des places. Et là, on va demander à Poilievre où tu vas couper. Et là, il va faire des gens qui vont être insatisfaits et il risque de baisser dans les sondages. Donc, il n'a pas le courage de sa conviction de dire qu'il faut diminuer les dépenses de l'État parce qu'il ne dit pas comment. Il faut amener ces solutions-là. Et oui, il faudrait se questionner au Canada pour augmenter l'amortissement des hypothèques. Ça aiderait tout de suite aussi bien les gens lorsque viendra le temps de renouveler leur hypothèque. Ça aiderait les gens, ça les sécuriserait, ça pourrait leur permettre également de conserver un bien qu'ils veulent peut-être transmettre à leurs enfants plus tard. Également parce qu'on le sait, les gens qui vont quitter leur demeure dans la crise parce qu'ils ne pourront pas renouveler, vont juste augmenter la demande pour les logements. Et puis, ils sont inaccessibles. Maintenant, c'est rendu qu'un 4,5 peut se louer facilement 1 800 $ dans certaines villes ou certaines villes proches de Montréal. Je ne parle même pas de Montréal. Ça, c'est rendu 3 000 $ dans bien des cas. Mais dans la région limitrophe à Montréal, 1 800 $ pour un 4,5, c'est rendu normal. Donc, comment
Comment qu'une personne seule avec des enfants peut se loger, c'est impossible pour le commun des mortels, je parle. Une autre occasion qui pourrait permettre peut-être au gouvernement d'aider les citoyens à coût nul pour lui, moi, tu vas me l'expliquer parce que sûrement que je comprends mal la politique et les règlements, mais la gestion des taux d'intérêt avec les cartes de crédit, les émetteurs et tout ça, est-ce que le gouvernement fédéral serait en mesure d'imposer une loi qui limite les taux d'intérêt sur le crédit, sur des cartes de crédit, à exemple 12-15 au lieu de permettre que certaines cartes de crédit facturent du 20, 24 et du 30 Est-ce que, est-ce que ça, cette idée de limiter l'appétit de ces grands prêteurs-là avec du crédit comme ça, est-ce que ça peut être géré par un gouvernement ou mon idée est totalement farfelue et c'est impossible? Oui, le gouvernement peut passer une réglementation. Les banques, c'est sous la juridiction du gouvernement fédéral. Et puis, il y a déjà eu des débats là-dessus au Canada lorsqu'on a eu d'autres crises économiques. Et le maximum qu'ils peuvent charger sur les cartes de crédit, c'est 21 sur les soldes des cartes de crédit. C'est pour ça qu'on incite les gens à payer leurs cartes de crédit en entier. Mais lorsque les moments sont plus difficiles, ça peut prendre quelques mois avant de pouvoir vider ou payer entièrement la carte de crédit. Dans ce temps-là, les gens payent 21 il faudrait regarder ce dossier-là et avoir un débat en comité parlementaire, regarder qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il y a sûrement des côtés négatifs à ça. Est-ce que les banques vont continuer à nous allouer ou des cartes de crédit? Est-ce que tout le monde va avoir accès au crédit? Peut-être que les banques vont décider, parce que là, aujourd'hui, que vous soyez pauvre ou riche, vous avez accès à un compte bancaire. Et la banque ne peut pas vous refuser d'avoir un compte dans une institution bancaire. C'est une solution qui mérite d'être regardée. Ça ne fait pas partie de la plateforme du Parti populaire, mais je peux dire qu'on va regarder ça parce qu'on met à jour notre plateforme à chaque année. C'est les mêmes idées, mais on les ajuste avec les nouveaux chiffres, comme je te disais qu'on devrait équilibrer le budget en 4 ans à la dernière élection. Mais là, on a fait nos calculs, on a regardé qu'est-ce qu'il y en était. Et je peux te dire qu'on est capable de l'équilibrer maintenant en 2 ans, le budget, si on a le courage de faire les coupures qu'on doit faire. Et cette proposition-là, je pense que c'est une proposition qui mérite d'être regardée. Ben, c'est surtout que moi, je cherche des solutions qui ne coûtent rien au gouvernement. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on remette plus d'argent dans la poche des citoyens, les encourager à continuer à travailler et à devenir des citoyens contributeurs, et puis à faire partie de rester avec nous, et puis de vouloir, de vouloir s'impliquer dans cette communauté-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut les encourager. Et pour les encourager, il faut leur mettre un petit peu plus d'argent dans leur poche parce que je trouve inconcevable qu'aujourd'hui, et même quand les taux d'intérêt étaient de 1 et 2 même lorsque les gens qui faisaient des économies allaient chercher du 1 d'intérêt pour leur placement chez Desjardins, je trouvais ça inconcevable qu'on facture justement du 18 et du 20, 21 sur des cartes de crédit. Euh, Ceci dit, euh, tout vient d'une éducation également, mais présentement, il y a des gens qui se servent de leur carte de crédit chaque semaine pour se nourrir. Et ça, c'est inquiétant. Et ça, il faut se poser des questions. Et si on a la chance d'avoir un micro ou si, comme toi, on a la chance de rencontrer des gens et de pouvoir faire de la politique, bien, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre en perspective des solutions qui pourraient rapidement aider à peu près tout le monde. Et, euh, et c'est pas normal qu'on ne se pose pas de questions à savoir comment les gens vont faire pour se nourrir dans quelques mois parce qu'ils arrivent, et là, je parle d'un cas précis, là, ils arrivent à la limite de leur carte de crédit pour mettre de l'argent sur leur carte de crédit, pour mettre des achats d'épicerie sur leur carte de crédit. Les citoyens ne veulent pas faire ça. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais là, ils achètent de l'épicerie sur laquelle ils vont payer 20 d'intérêt. Le cas que j'ai vu, c'était 16, là, avec un taux d'intérêt réduit, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. 16 d'intérêt pour une épicerie qui coûte déjà 15 à 20 plus cher qu'avant. Alors, la solution, est-ce qu'on fait manger un enfant sur deux lorsqu'on en a deux? Mais non. Alors, Mais donc, effectivement, il faut trouver des solutions pour aider les gens. Et la crise du logement, ben, elle affecte tout le monde. Elle affecte la personne âgée. Exemple, un autre cas.
Maxime, la personne, elle habite au troisième étage. Elle a un droit, elle paye son logement, exemple, 960 $. Mhm. Elle sait très bien qu'elle n'est plus capable de maintenir le troisième étage en raison de ses capacités physiques. Elle souhaiterait aller au premier étage. Mais maintenant, c'est le coût marché du premier étage qui est à 1 300 $ pour son logement. Elle n'a donc pas les moyens de déménager dans son propre immeuble pour s'adapter à son logement. Et ça, c'est des situations qui sont créées par justement l'engouement pour les logements, par le fait qu'il n'y a pas assez de logements, par le fait qu'on a une grosse demande pour les logements parce que, évidemment, que ça arrive de partout pour le même logement. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça crée chez des citoyens, ça crée c'est des inquiétudes, des inconforts et beaucoup, beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur avenir immédiat. Et ce que je viens de dire, c'est que la crise, là, elle n'arrivera pas dans 2 ans ou 3 ans. Mm. Elle est actuellement Là, là on la et vit, on la vit. on le voit parce que les taux de faillite au Canada augmentent sans cesse. L'accès aux banques alimentaires, plus que jamais, les gens vont à des banques alimentaires. Donc, la crise, elle est là et ce qui risque, elle risque de s'empirer si les gouvernements continuent à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas et que la Banque du Canada continue à augmenter ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. On risque d'empirer la crise et nous, on fait de la politique autrement en disant aux gens la réalité et les temps risquent d'être difficiles, mais il y a un moyen pour régler ça et on devrait faire ce qu'on doit faire en tant que politicien et prendre des décisions difficiles. Moi, je pense que le gouvernement fédéral peut agir maintenant, mais Poilievre et Trudeau n'ont pas le courage d'agir. Poilievre décrit bien la situation, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il fait partie du problème parce que ces déficits-là, il les a approuvés durant la COVID-19. Oui, il joue sur un tableau qui est très, très, très hypocrite et stratégique, là. Je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, euh, il veut plaire aux médias, il veut puncher, là. Présentement, Oh, c'est ce que je remarque, là, parce que il n'y a pas vraiment de solution. Il donne des punches, tout simplement. Il punch, tout simplement. Moi, je vois pas quelque chose je vois pas quelque chose de concret. Et comment qu'on peut justifier avoir un jour voté pour ce qui a changé la donne, le game changer pour la dette du Canada, que je fais apparaître présentement à l'écran. ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique une personne intelligente, comment est-ce qu'une personne intelligente pouvait voter pour les mesures qui ont été mises en place avec l'argent qui a été garoché partout sans contrôle. Et aujourd'hui, ben, a atteint un niveau qu'on ne sera jamais capable de rembourser. Et tantôt, tu mentionnais juste en intérêt au service de la dette, on n'y échappera pas avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va coûter plus cher. Tu parlais de 40 milliards par année. Effectivement, 38 à 40 milliards par année. Et contrairement à 25 milliards, mais 25 milliards, c'était déjà beaucoup parce que 25 milliards, c'est le budget de la sécurité nationale des Forces armées canadiennes. Et imagine-toi qu'est-ce qu'on peut faire avec 25 milliards, Samuel, et maintenant 38, 40 milliards. On peut aider les gens avec ça. Mais ce n'est pas le cas. On paie la dette parce qu'on a dit il y a quelques années qu'on fait des déficits, c'est pas grave, les taux d'intérêt sont bas. Les conservateurs étaient d'accord avec ça. Puis là, bien, moi, je disais à cette époque-là que non, le temps va nous rattraper et on va payer pour ça. Il n'y a pas de free lunch. Les contribuables vont finir par payer, mais à l'époque, à court terme, on disait, ah, c'est correct. L'inflation vient toujours un peu par après, ça prend quelques mois, des fois quelques années, mais là, l'inflation, elle est là et selon les experts, elle est là pour peut-être une décennie. C'est un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements, les États-Unis, le Canada s'étaient endettés massivement pour la guerre. Et comment on a payé ce déficit de guerre-là? Bien, c'est en ayant de l'inflation, parce que l'inflation est une taxe déguisée. Les gens s'appauvrissent. Vous vous appauvrissez lorsque le gouvernement vous impose
de l'impôt sur le revenu. Vous êtes plus pauvre, vous donnez une partie de votre revenu au gouvernement, vous êtes obligé de le faire. Mais l'inflation, c'est la même chose, sauf que c'est plus insidieux. Le gouvernement dit, gardez votre argent dans vos poches, mais vous ne serez pas capable d'acheter les mêmes biens et services avec cet argent-là parce que votre pouvoir d'achat va diminuer. Donc, l'inflation, c'est une taxe déguisée, on s'appauvrit. Et c'est comme ça, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a réussi à payer ces déficits de guerre-là aux États-Unis et au Canada avec une décennie d'inflation. Inflation qui était des fois à 2 qui montait à 4 qui redescendait à 3 mais une décennie d'inflation. Et là, bien, on a un déficit très élevé ici et aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Et je pense bien qu'effectivement, c'est triste à dire, mais qu'on va peut-être avoir 5-6 ans d'inflation qui va se promener entre 2, 3, 4, 5 Et c'est la manière dont les gouvernements vont nous faire payer ces déficits-là. Et puis, il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est toujours en rapport avec ça, mais c'est au niveau des entreprises. On sait que les entreprises ont fait appel à énormément de prêts pendant la COVID parce on les mettait à la porte de leur propre commerce, hein. On disait Oui, aux propriétaires, vous êtes expropriés. On ne le disait pas de cette façon-là, mais dans les faits, il s'agissait d'une expropriation. On disait aux gens, à 3 heures cet après-midi, vous fermez votre restaurant. Donc, et ça a été comme ça pour un ensemble de commerces à travers le Canada. Et puis, il y a eu le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Le fameux prêt, pour les gens qui nous écoutent, le gouvernement, en 2 phases, a donné pour la majorité des entreprises qui présentaient les critères très sommaires, très faciles à rejoindre, 60 000 sur lesquels il y a un pardon de 20 000 si on remet 40 000 d'un bloc en argent d'ici le 31 décembre 2023. Les entreprises n'ont pas l'argent. Les entreprises n'ont pas les liquidités pour rembourser parce que bien qu'elles exploitent leur commerce, elles sont limitées par 2 choses. Le coût de leur matière, le coût de leurs ressources qui a beaucoup augmenté. Donc, ça a diminué les marges. Et beaucoup de commerces ne sont pas en mesure aussi de produire selon leur pleine capacité parce qu'elles manquent de main-d'œuvre ou elles ont trop tardé à se robotiser. OK? On va l'expliquer rapidement comme ça. Donc, elles ne dégagent pas les liquidités pour remettre le 40 000 comme les autres prêts qu'elles ont eus. Euh, et puis là, ça cause problème. Les syndics sont dans le jus. Ils travaillent parce qu'on est en train, nous, les comptables, avec les syndics, on prépare des faillites pour l'automne, pour janvier. Ça ne sera pas rose, là. Les entreprises qui ils l'annoncent pas nécessairement 3 mois d'avance à leurs employés qui vont faire faillite, là. OK? Euh, Est-ce que tu voterais pour ça, toi, si le gouvernement permettait que le 40 000 entre autres, au lieu d'être remis le 31 décembre 2023, il pouvait avoir des arrangements pour que ça soit remis à plus long terme pour aider les entreprises quand on sait que la majorité des entreprises ont obtenu ce prêt-là. On va nommer que ce prêt-là. Est-ce que toi, tu voterais pour ça s'il y avait une telle proposition et si tu étais élu et que tu avais le pouvoir de voter? bien, ça me fait penser à la loi de l'impôt. Quelqu'un qui n'est pas capable de payer ses impôts avant, c'est toi, tu dois le savoir mieux que moi, je pense que c'est le 1er avril, il peut avoir une entente avec Revenu Québec ou Revenu Canada, échelonnée sur un an, sur quelques mois pour pouvoir payer ses impôts passés. Je pense que le gouvernement du Canada pourrait faire la même chose avec ça. Chaque cas est un cas d'espèce et avoir des ententes avec les entreprises pour qu'ils puissent rembourser ces prêts-là. Parce que en tant que contribuable, moi, c'est de l'argent, on m'a imposé, on a imposé l'ensemble des Canadiens, on a donné cet argent-là à des entreprises, on n'aurait pas dû le faire parce qu'après ma barre, on n'aurait pas dû fermer l'économie, donc on n'aurait pas Voilà. dû faire ça, mais on l'a fait avec mes taxes et impôts, et j'aimerais bien ça que le gouvernement puisse recouvrir cet argent-là qui a été donné à même les impôts. Et donc, si on n'est pas capable, j'aimerais mieux que le gouvernement fasse des ententes que perdre cet argent-là parce que les compagnies s'en vont en faillite. Le taux, et il faut savoir que le taux d'endettement des entreprises est aux alentours de 100 le taux d'endettement des particuliers aux alentours de 130 C'est très difficile. Donc, pour répondre à ta question, Samuel, oui, si on le fait pour l'impôt sur le revenu des particuliers,
on fait des ententes avec les particuliers. On devrait être capable de faire la même chose avec les entreprises pour éviter la faillite et que le gouvernement puisse recouvrir cet argent-là. Ben, il offre déjà la possibilité de rembourser sur 2 ans par la suite. Mais il faut rembourser à ce moment-là le 60 000 qui a été prêté. Le pardon, le 20 000 en pardon ne sera pas remis à l'entreprise à ce moment-là. Donc, ça pose un problème également parce que les gens, les entrepreneurs qui ont obtenu le prêt, pour eux, si on leur avait donné le choix entre continuer d'exploiter leur commerce ou d'obtenir le prêt, bien évidemment que la plupart auraient préféré continuer d'exploiter leur commerce. Je ne connais pas grande personne, moi, qui avait un restaurant et qui était fier de le fermer en échange d'avoir des prêts pour soutenir ses liquidités, soutenir ses frais. Lorsqu'on exproprie une personne, il faut la dédommager. Lorsqu'on exproprie un commerce, il faut également le dédommager parce qu'effectivement, le loyer, il continue d'être facturé pareil et puis les frais sont là quand même. Donc, c'est un gros dossier parce que pour cet automne, ça se met en place. Là. Oui. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les syndics qui le révèlent. Là. Il y a des centaines de faillites par jour présentement. Là. Et Et, ça va et, aller qu'en continuant, qu'en augmentant. et l'entente était, vous fermez votre entreprise, vous arrêtez de produire, vous arrêtez de votre restaurant du jour au lendemain, on vous donne ce prêt-là et on vous donne un pardon sur un certain montant. Donc, le pardon faisait partie de l'entente originale et il devrait, dans les ententes qu'on pourrait avoir pour étirer la période de remboursement, bien, on avait dit aux gens qu'il y avait une section qui ne devait pas être remboursée. Je pense qu'on devrait respecter ça parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et le gouvernement fédéral devrait tout faire pour récupérer le plus d'argent possible. Maxime, quand les gens, on va terminer avec ça, mais quand les gens te rencontrent justement là où tu t'es présenté pour obtenir un poste à l'Assemblée, c'est-à-dire Au Parlement. au Parlement, je dis toujours l'Assemblée nationale, là, c'est à Québec, là, mais bon. euh, euh, Leur préoccupation là, de nommer quelqu'un qui, qui fait partie d'un autre parti, comme eux autres, ils aiment bien l'entendre. Euh, Qu'est-ce qui les motive à voter pour quelqu'un comme toi? Parce qu'il faut être drôlement motivé, là, en sachant là, toute la machine qu'il y a derrière les autres partis, les médias qui te négligent, qui t'ignorent. Les gens qui votent pour toi, ce sont des gens convaincus là, de l'action politique. Là. Ce ne sont pas des opportunistes, ce ne sont pas des gens stratégiques, ce sont des gens avec des valeurs qui sont convaincus. Qu'est-ce qui les motive réellement à te donner leur confiance? Ben, il faut dire, l'élection partielle qui a eu lieu au Manitoba, dans le sud du Manitoba, où je me suis présenté en juin dernier, j'ai eu 17% du vote. Mais mettons ça dans un contexte. La dernière élection générale, j'étais candidat en Beauce, l'élection 2021. Un gars de la Beauce, un gars connu des Beaucerons, j'ai eu 19% du vote. Je m'en vais au Manitoba, je suis un Québécois francophone qui parle anglais avec un accent qui n'est pas de la région et on me donne 17%. C'est quand même une bonne base pour bâtir pour la prochaine élection générale. Ceci étant dit, les gens qui ont voté pour moi, pourquoi qu'ils ont voté? Pourquoi je suis allé dans ce comté-là? Parce que c'est un comté qui est vraiment conservateur, des idées conservatrices, équilibre budgétaire arrêter les folies d'immigration. Et ils sont 100% avec moi en ce qui concerne la plateforme. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu avoir 17%. Mais pourquoi je n'ai pas pu avoir 25 ou 30 ou gagner l'élection? Parce que les conservateurs avaient un discours qui a quand même qui a quand même eu un impact. C'est-à-dire qu'ils disaient, même si c'était faux, voter pour Bernier, c'est de diviser le vote et c'est de permettre à Trudeau de gagner. Et donc, vous devriez voter conservateur pour se débarrasser de Trudeau. Mais cet argument-là ne tient pas dans une élection partielle. On ne change pas de gouvernement. Trudeau était premier ministre avant l'élection partielle et est premier ministre aujourd'hui. Donc, il a fallu informer et éduquer les gens là-dessus un peu parce que pour nous,
les gens, que ce soit au Québec ou que ce soit dans l'Ouest, il y en a beaucoup qui me disent, Maxime, on aime tes idées, etc. Mais ce qui nous fait hésiter, on veut se débarrasser de Trudeau et Poilievre a plus de chances que toi d'être premier ministre. Ce que je réponds à ça, écoutez, nous, nos candidats qui seront réélus, on va travailler avec Poilievre lorsque Poilievre va être un vrai conservateur. Et si Poilievre n'amène pas de politique conservatrice, bien, on ne votera pas pour lui. Donc, c'est gagnant-gagnant parce que vous avez quelqu'un au Parlement qui va pousser les idées à lesquelles vous croyez et qui va appuyer Poilievre lorsqu'il agira en ce sens-là. C'est un peu comme le NPD aujourd'hui avec les libéraux qui poussent les libéraux complètement à l'extrême gauche. Bien, nous, on préfère la même chose avec quelques députés, de s'assurer que Poilievre reste dans le droit chemin, mais parce que la tendance va être très forte à Poilievre pour faire des compromis, parce que pour lui, le fait de gagner, c'est d'avoir plus de support à Toronto et à Vancouver. Et on sait que dans les grands centres urbains, ça a plus tendance à voter gauchiste, à voter libéral ou NPD. Donc, c'est pour ça que Poilievre s'en va vers la gauche pour plaire à ces gens-là et prend pour acquis le vote des conservateurs dans l'Ouest canadien ou des vrais conservateurs dans l'Est du pays. Et nous, c'est ce qu'on leur dit. Venez avec nous, on ne fait pas de compromis avec nos idées et on va toujours pousser ces idées-là. Et on va s'assurer que s'il y a un gouvernement Poilievre, bien qu'ils prennent en compte nos politiques pour les mettre en vigueur. Dis-moi en 30 secondes, la prochaine élection fédérale aurait lieu quand? Moi, je pense qu'elle va avoir lieu à la fin de l'entente entre les libéraux et le NPD, c'est-à-dire en 2025, parce que Trudeau veut prouver au gouverneur général qu'on a un gouvernement stable malgré qu'il y a un gouvernement minoritaire. Parce que je suis certain que Trudeau regarde les sondages actuellement et pour lui, ça va être très dur d'avoir un gouvernement majoritaire. Et donc, il se dit, si j'ai un gouvernement minoritaire, il faut que j'aie la confiance de la Chambre des communes et qu'il y ait une stabilité. Donc, je pourrais avoir une entente encore avec le NPD, même si peut-être les conservateurs auraient eu plus de sièges que moi en tant que parti politique. Si le NPD et les libéraux ont plus de sièges que les conservateurs, bien, ils peuvent aller voir le gouverneur général et dire, nous, on forme une coalition, on va être un gouvernement stable et c'est constitutionnellement, c'est légal, c'est constitutionnel. Il y a eu déjà des coalitions au niveau provincial dans d'autres provinces comme en Colombie-Britannique. Et donc, Trudeau veut bâtir un précédent pour pouvoir, si jamais lui et le NPD ont plus de sièges ensemble que les conservateurs, de retourner devant le gouverneur général et de dire, donnez-moi le pouvoir, je vais gouverner de façon stable. Et c'est pour ça que je pense que la coalition va durer jusqu'en 2025. Et l'autre raison, c'est que Trudeau va espérer que la crise va se terminer et qu'on soit plus en crise économique ou crise budgétaire à ce moment-là. Mais je crois qu'il se trompe gravement parce que, d'après moi, on va encore l'être en 2025 et dans les prochaines années. Maxime Bernier, merci beaucoup d'avoir été ici ce matin. Et puis, bon succès pour l'automne qui s'en vient. Ben, merci Samuel. Merci bien à toi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir être avec toi et parler à tes auditeurs et téléspectateurs. Merci. Tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. Bye bye. C'était Maxime Bernier. Alors, je suis très heureux parce que il ne faut pas hésiter à demander à nos chefs politiciens ce qu'ils pensent de tel et tel sujet et ce qu'ils feraient. Les politiciens, sinon, ben, ils prennent le micro puis ils nous parlent de ce qu'ils veulent. Ils nous disent ce qu'il y en est. Et c'est très bien, mais ce sont d'habiles orateurs. Mais il ne faut pas hésiter à les interpeller. Et ben, c'est toujours facile avec Maxime Bernier. Et l'invitation est lancée à tous les autres chefs de parti également. Je le fais, ça va me faire plaisir de vous poser des questions, de savoir ce que vous pensez de tel et tel autre sujet.